Je suis avec la ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Madame Marie-Ève Proulx. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. D'abord, je tiens à souhaiter bonne année à vous et à tous les téléspectateurs qui vous écoutent à tous les jours ou à toutes les semaines. Bonne année à vous également. Donc, si on est ici ce matin, évidemment, c'est pour parler de l'annonce qui a été faite hier par le Premier ministre et votre gouvernement, c'est-à-dire que le Québec revient dans un confinement plus strict. La pandémie de COVID-19 n'a pas l'air de ralentir, donc évidemment, il faut adopter des mesures plus strictes. Parmi les mesures qui ont été annoncées hier, évidemment, celle qui retient davantage l'attention, c'est celle du couvre-feu. Évidemment, ici, en Gaspésie, puis particulièrement en Haute-Gaspésie, où il y a eu très peu de cas jusqu'à maintenant, c'est une mesure qui est un petit peu difficile à comprendre et à accepter, je crois. La question que je vais vous poser d'entrée de jeu, en fait, c'est est-ce que vous pensez que pour une région comme ici, un couvre-feu de 20 heures à 5 heures, c'est quelque chose qui va faire une différence pour contrôler la pandémie? Bien, je vous dirais d'entrée de jeu que l'idée derrière la situation actuelle puis les mesures qu'on met en place actuellement, on n'est plus à se demander si ça va avoir un impact sur quelqu'un en Haute-Gaspésie, à Montréal, à Victoriaville, à Montmagny. On demande à tous les Québécois, parce que la crise continue, on demande à tous les Québécois d'être solidaires, de faire un dernier effort collectif, de le faire ensemble. Évidemment, ça touche peut-être moins directement à la Haute-Gaspésie, mais quand on pense qu'il y a des possibilités qu'il y ait des débordements des régions plus populeuses vers les régions, par exemple, de Rimouski, de Gaspé, qui pourraient recevoir des malades, parce que là, au point où on en est, on ne veut pas avoir à choisir entre qui va rester en vie et qui va mourir. Donc, c'est pour ça que les mesures peuvent paraître drastiques, peuvent paraître sévères, mais on s'aperçoit que les gens, une partie du moins de la population, ne respectent pas les règles. C'est pour ça qu'on met, d'une part, on met des mesures plus strictes, d'autre part, on l'étend à grandeur du Québec pour que tout le monde soit solidaire puis que tout le monde puisse faire leur effort ensemble pour vaincre la situation de la pandémie. Est-ce que votre gouvernement a envisagé de faire comme il avait été fait au printemps dernier, c'est-à-dire mettre des barrages entre les régions? Ça n'a pas été envisagé pour le moment pour deux raisons. La première raison, c'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyageaient d'une région à l'autre puis qui continuaient de vivre normalement, donc qui donnaient l'opportunité au virus aussi de circuler. Donc, on voulait éviter cela. Puis, on voulait s'assurer d'une équité. Là, hein. Tout le monde est au même stade. On doit faire face au virus. Il y en a eu dans toutes les régions. La Gaspésie n'a pas été épargnée à l'automne. On s'aperçoit que les foyers apparaissent de manière momentanée partout au Québec, peu importe qu'il y ait des barrages ou non. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'assurer d'une équité entre les régions, aussi tant au niveau économique que de la santé mentale des gens, c'est que tout le monde soit au même niveau ensemble pour faire face à la crise. On a besoin de cette solidarité-là. Puis l'autre élément, c'est qu'on a vu dans les derniers mois que plusieurs personnes profitaient de la question des zones oranges versus rouges pour aller vers les zones oranges puis avoir un peu plus de liberté. On n'est plus au stade de se questionner, puis on est un peuple chanceux d'avoir eu toutes ces libertés-là, d'être dans une démocratie comme on la vit actuellement. Mais là, on fait face à une crise sans précédent, un virus qui n'est pas nos voisins, mais qui est un virus dans l'air. Donc, on doit faire attention à ce qu'on fait. Donc, on demande à tout le monde de faire un effort ensemble, un dernier effort pour faire face à cette crise. Est-ce que on impose ces mesures-là aussi à la grandeur du Québec dans l'optique où on pourrait prendre des gens dans d'autres régions et les amener vers des régions où le milieu hospitalier est moins saturé, comme ici, par exemple? Tout à fait, c'est prévu ainsi. Dès le départ, dès le mois de mars 2020, on avait prévu une stratégie de débordement. Si tout arrivait à Montréal, par exemple, ou à Québec, puis il y a des séquences, il y a des endroits comme il y avait Lévis, Rimouski, Gaspé, qui sont des lieux névralgiques où accueillir les gens où il y a assez de matériel en cas de débordement. Évidemment, toutes les mesures les plus restrictives qu'on met actuellement, c'est pour éviter que cette situation-là se produise. Donc, on veut s'assurer, parce que notre système de santé, c'est pas juste une question de cas. Là, depuis tantôt, on parle pourquoi pas telle région, telle autre. C'est pas tant en termes de nombre de cas qu'en termes de capacité
hospitalière, capacité d'accueil du milieu hospitalier. Notre personnel de santé aussi, à qui je pense super souvent, sont exténués, sont fatigués. Il y a beaucoup d'absence au travail. Donc, toute cette perspective-là nous amène à prendre des gestes plus drastiques, demande l'effort de tout le monde. Vous ne pensez pas que c'est l'état du réseau des CHSLD, par exemple, puis des résidences pour personnes âgées, qui fait qu'on en arrive à une situation de saturation du milieu du système de la santé en ce moment? Ça et aussi le fait qu'il y a eu aussi beaucoup de coupures dans les 30 dernières années dans le réseau de la santé. Donc, on a étiré l'élastique très longtemps, puis on en arrive maintenant à cette situation-là quand il y a une pandémie. Donc, est-ce que on demande en fait aux gens de pallier à quelque chose qui était déjà un peu chambranlant là, avant que la pandémie arrive? Évidemment que notre système de santé, puis on le savait depuis des dizaines d'années, là, que notre système de santé était à bout de souffle, qu'il y avait des choses à faire de manière drastique pour l'améliorer, le redresser. La situation des personnes âgées, on avait pris d'entrée de jeu en 2018, quand on est rentré au pouvoir, cette situation à bras-le-corps avec toute l'idée de la maison des aînés, augmenter le nombre de places pour les gens qui ont des besoins, puis améliorer aussi la qualité des soins, des services, de l'apparence des CHSLD qu'on trouvait déplorable dès lors, déjà en 2018. Est survenue cette pandémie qui touche particulièrement les gens de 65 ans et plus, qui sont affectés, qui sont plus sensibles, qui ont besoin de plus d'aide et de soins. Donc, c'est là que ça frappe. Ça, c'est un virus incontrôlable qui touche toute la planète, il faut se le dire. Donc, évidemment, on doit composer, nous, comme gouvernement, avec ce système déficient, je dois le dire comme ça, mais qui arrive quand même à s'en sortir, mais on a perdu beaucoup de gens. C'est malheureux, c'est triste, ça nous affecte tous que ce virus-là soit arrivé et que ça ait affecté là, plusieurs familles. Donc, évidemment, en ce moment, ce qu'on a à faire, c'est de gérer la crise, c'est d'éviter le pire partout où le virus passe. Puis, on aura à se poser des questions comme société par la suite, une fois qu'on aura traversé ce virus. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis je pense notre gouvernement était sur des bonnes pistes avec les maisons des aînés, puis on doit continuer d'investir dans le soutien à domicile aussi, de meilleurs services, peu importe où on se trouve, que ce soit en Haute-Gaspésie, dans le sud du Bas-Saint-Laurent, on doit avoir des services pour les aînés qui veulent rester à la maison. Ça sera une voie de passage considérant le vieillissement important de la population au Québec. Hier, en conférence de presse, le premier ministre a lancé une flèche au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en disant qu'on avait la capacité au Québec de vacciner beaucoup plus, mais que c'était une question d'approvisionnement de vaccins qui nous empêchait d'accélérer le pas. Ça a été assez acerbe, là. Le ton de M. Legault était assez acerbe. D'une part, est-ce qu'il y a des négociations entre le Québec et Ottawa pour justement accélérer la vaccination? D'autre part, est-ce que cette attaque-là de M. Legault envers le Premier ministre du Canada, c'était pas un peu une façon de tourner l'attention puis de revenir aux fameuses chicanes Québec-Ottawa qui sont de la politique habituelle au Québec? Bien, je dirais pas ça parce que là, on est en gestion de crise. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver le plus de gens possible. Actuellement, là, c'est important qu'on aille les doses pour qu'on puisse vacciner. Notre système a été un peu plus lent à démarrer en ce sens où on devait s'organiser, poser les frigidaires particuliers, s'assurer que toutes les régions puissent avoir accès à des doses. Ceci étant fait, nous sommes prêts maintenant à vacciner, puis on a l'objectif ambitieux de 250 000 personnes vaccinées d'ici le 8 février. Donc, on demande à Ottawa d'accélérer avec raison. On est prêts, nous, on est là depuis le début. Je pense juste à ce qu'on a fait dans les aéroports dans les dernières semaines, mais aussi au début de la crise. On a tardé au fédéral à fermer les frontières. Puis c'est par là aussi que le virus se transmet. On l'a vu au mois de mars, le Québec a été la province la plus touchée parce que les frontières n'avaient pas été fermées, puis c'était la période de la semaine de relâche. Donc, il faut agir. C'est pas le Québec, malheureusement, qui a
là-dessus le pouvoir, puis même, on l'a vu, la mairesse de Montréal a agi à l'aéroport pour être sûr que les gens soient mieux protégés, dont les employés. Donc, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut protéger notre population. C'est notre but ultime comme gouvernement du Québec. Donc, on espère que le gouvernement fédéral, dans ce contexte-là, dans le contexte de gestion de crise qui est international, qui est mondial, donc qui touche tout le Canada, qu'on puisse avoir un appui positif du gouvernement fédéral. Puis les doses, ben, on s'aperçoit dans le monde que le Canada est très retardataire comparativement à d'autres pays. Donc, on veut pouvoir accélérer et participer à vacciner notre personnel de santé, nos personnes âgées, pour garder le plus de gens possible en vie. Donc, c'est ça l'enjeu actuellement. M. Legault avait raison de dire ce qu'il a dit. Nous sommes prêts, nous voulons aller de l'avant avec la vaccination. Hier, en conférence de presse aussi, on est revenu sur la responsabilisation individuelle. On a parlé du fait que peut-être que les gens n'avaient pas nécessairement respecté les mesures qui avaient été demandées, les directives qui avaient été données, en fait, par le premier ministre et la santé publique pour les rassemblements des fêtes. Donc, on a encore mis la responsabilité sur la transmission communautaire. On sait par contre que l'endroit où il y a le plus de contamination, c'est les lieux de travail. On sait qu'il y a beaucoup de contamination dans le secteur manufacturier, par exemple. Hier, ce qu'on a annoncé, c'est des mesures très coercitives pour les individus, pour les personnes. Mais il y a pas de restrictions très, très claires là, sur les milieux de travail. Pour le secteur manufacturier, par exemple. Vous êtes aussi ministre responsable du développement économique régional. Est-ce que votre gouvernement essaie vraiment de ménager l'économie d'abord, puis prend les mesures, en fait, qu'il peut pour empêcher la transmission communautaire, mais a un peu de la difficulté à imposer des mesures au secteur manufacturier, par exemple, aux entreprises, pour ne pas nuire à l'économie? Bien, cette crise sanitaire sans précédent qu'on vit actuellement a un impact direct sur notre économie, puis évidemment qu'on essaie de ménager et de maîtriser là, les dommages actuels qu'on subit, que cette crise font subir à notre économie. Puis en prenant le pari là, hier de laisser ouvert les secteurs manufacturiers et de la construction, on prend le pari de ménager, de préserver une partie de notre économie, des secteurs névralgiques, parce que ailleurs dans le monde, ça continue de rouler. Donc, notre objectif, évidemment, on reste dans une question de crise sanitaire, c'est notre priorité d'endiguer cette crise, mais on essaie de ménager aussi une partie de notre économie. Ceci étant, je veux dire que c'est d'abord dans les maisons où on voit le taux de transmission communautaire le plus élevé. De là, l'intérêt d'un couvre-feu. Après, il y a le secteur manufacturier où il y a une transmission importante. Toutefois, on doit souligner les efforts des entreprises de mettre en place des mesures strictes. Pour avoir visité plusieurs entreprises, les mesures sont très, très strictes. C'est sérieux ce que les entreprises font dans la majorité des cas. Puis sachez qu'avec les nouvelles mesures annoncées hier, la CNESST sera davantage présente sur les lieux de travail, d'une part, et d'autre part, nous n'hésiterons pas à fermer les entreprises où il y aura contamination communautaire, chose qu'on n'a peut-être pas fait par le passé. Évidemment, comme on est à une place de la gestion de crise encore plus névralgique, notre objectif va être d'endiguer le plus possible. Donc, on n'hésitera pas, s'il y a une transmission communautaire, de fermer les portes des entreprises. Hier, le premier ministre a avoué du bout des lèvres qu'il y avait la transmission par aérosol était un problème dans les écoles. Là, en fait, les élèves du primaire vont revenir en classe comme prévu le 11 janvier. Ça va être retardé seulement d'une semaine pour les autres, pour l'éducation aux adultes et pour les élèves du secondaire. Est-ce que vous pensez que la contamination dans les écoles, c'est quelque chose qui a été un peu négligé par votre gouvernement, notamment en raison
de l'absence de ventilation dans les classes. Bien, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il n'y a pas eu tant de contamination que cela. Ou s'il y en a eu, ça a été bien contrôlé. De là, l'intérêt puis la recommandation de la santé publique de pouvoir retourner à l'école dès le 11 janvier, d'abord pour les enfants du primaire et le 18 janvier pour les élèves du secondaire et du secteur professionnel. Évidemment, même chose que le secteur privé, on n'hésitera pas si on voit que la contamination augmente, de prendre les mesures nécessaires, mais le système qui a été mis en place à l'automne a été éprouvé avec les élèves avec masque au secondaire, les 5e, 6e dans les corridors. Là, on augmente les mesures au primaire en mettant le masque pour tous les élèves dans les corridors et on maintient 5 et 6 avec masque. Concernant, j'ai 3 enfants aujourd'hui à la maison avec moi. Sont quand même tranquilles, comme vous pouvez le constater, mais ils sont en classe virtuelle. L'école, comme j'ai 3 enfants, j'ai pas 3 ordinateurs pour qu'ils puissent faire leur classe virtuelle. L'école avait le matériel nécessaire pour nous les passer. Donc, puis il y en avait pour tout le monde. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Puis sachez que vendredi qui vient, le ministre de l'Éducation va annoncer aussi d'autres mesures pour assurer la réussite puis s'assurer du suivi des élèves dans les écoles, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard puis que les enfants puissent avoir le meilleur service possible malgré la crise. C'était toutes les questions que j'avais, Mme Proulx. Je vous remercie énormément de votre temps ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.